Bonsoir. Le Centre d'excellence Jean Monnet, fidèle au rythme qu'il a pris depuis le début de cette pandémie, organise son webinaire mensuel, cette fois-ci à un mois des élections américaines. Nous espérons, avec nos intervenants de ce soir, réussir à voir un peu plus clair dans ce qui s'est passé le 3 novembre dernier. Le 3 novembre dernier, classiquement et comme d'habitude, le monde entier avait les yeux tournés vers Washington, parce que je pense que ça doit être l'une des élections présidentielles de la planète le mieux suivi, le plus écouté à l'étranger, et les scores d'audience n'ont quasiment pas faibli dans cette nuit du 3 au 4 novembre, du moins en France, et je peux, sans rentrer dans le secret de mon intimité, vous dire que j'ai passé une bonne partie de cette nuit-là devant mes écrans, en train de regarder du Huffington Post ou je ne sais pas quelle autre chaîne pour essayer de savoir ce qui se passe, et je me suis couché sans résultat. Il a fallu attendre quelques jours pour avoir une tendance qui dessinait Biden, et depuis, ça semble se confirmer, même si le président en exercice n'a toujours pas officiellement reconnu sa défaite, mais enfin il a lancé le processus de transition, ce qui permet à l'équipe suivante de progressivement prendre ses marques jusqu'au 20 janvier prochain, date de l'investiture. Alors cette élection américaine qui a été extrêmement suivie, elle pose un certain nombre de questions, et le débat, la discussion de ce soir, nous allons la tourner autour de 3 thèmes. Le premier de ces thèmes, c'est essayer de décoder ces États-Unis au lendemain de cette élection présidentielle, c'est-à-dire de voir ce que cette élection nous apprend sur la réalité américaine, de voir ce que cette élection nous apprend et suppose pour le nouvel élu à partir du 20 janvier. Puis une fois qu'on a fait un tour d'horizon de la réalité américaine, essayer de voir comment en Europe on a perçu sur le sol européen cette élection, notamment comment les grands États européens que sont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni ont pu se positionner par rapport à ce qui s'est passé à Washington il y a maintenant un mois, avant, puisqu'on connaît le résultat de cette élection, avant de voir ce que l'on pourrait en tirer comme conclusion sur les rapports transatlantiques, c'est-à-dire sur la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Et pour nous aider à éclairer ces enjeux importants, je suis très heureux d'accueillir 3 personnalités qui connaissent ce monde américain pour plusieurs raisons. La première, à ma droite, Mélanie Meunier, qui est ma collègue de Sciences Po Strasbourg, qui enseigne chez nous les langues et la civilisation américaine, qui est elle-même originaire des États-Unis, de l'État de Vermont. Elle a fait une thèse sur la politique environnementale des États-Unis. Elle connaît très bien ce pays, et je suis très heureux de l'avoir parmi nous, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir des gens qui sont originaires du pays et qui en même temps sont en dehors du pays. Ça donne parfois un double regard sur ce qui se passe aux États-Unis. Et puis, accueillir 2 personnalités que le Centre a déjà eu le plaisir d'accueillir par le passé sur ces questions internationales. D'une part, M. l'ambassadeur Hans-Dieter Heumann, qui a été 8 ans en poste à Washington pendant les administrations Ronald Reagan d'une part, et d'autre part George W. Bush, donc Bush Junior dans la chronologie. Il a été le directeur politique de l'ambassade de RFA en Allemagne pendant toute cette période, et c'est un expert des questions militaires et stratégiques. Il vient d'ailleurs de consacrer encore un ouvrage à la diplomatie stratégique et à l'impact européen à toutes ces questions, et il est aussi professeur associé à l'université de Bonn, et donc moi je le remercie d'autant plus qu'il a des liens particuliers avec la ville de Strasbourg où nous nous trouvons, puisqu'il a été aussi pendant quelques années le représentant permanent de l'Allemagne auprès des institutions européennes. Donc nous a fait l'honneur d'être l'ambassadeur de la RFA dans cette ville, ce qui est toujours particulier pour un Allemand, je pense, d'être à Strasbourg en représentation diplomatique. Et puis enfin, un dernier invité, Jeffrey Hopkins,
qui lui aussi nous a déjà fait le plaisir d'être là l'année dernière pour débattre des problématiques de la défense et des questions de transformation et d'évolution de l'OTAN. Lorsque notre président de la République française avait parlé de cette OTAN obsolète, ça valait la peine, et effectivement, avec Donald Trump aux États-Unis, de s'interroger sur cette question. Monsieur Hopkins, c'est un ancien ambassadeur américain, il a été en poste, vous allez le comprendre tout de suite, il maîtrise parfaitement le français dans les pays francophones, notamment en Afrique, a ensuite quitté le State Department, s'est lancé dans la recherche et il est maintenant chercheur aussi auprès d'une structure française que certains d'entre vous connaissent bien, qui est l'IRIS, qui est donc l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, dirigé par notre collègue Pascal Boniface, que tout le monde connaît. Et je voudrais remercier les trois intervenants pour leur disponibilité, leur présence, et vous vous rendrez compte que je n'ai pas besoin de les remercier pour leur éclairage, ça va vous être évident dans un moment. Donc moi, je voudrais aborder le premier point, mesdames et messieurs, avec vous, qui est la réalité américaine après les élections, et peut-être tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Mélanie Meunier. L'élection du 3 novembre, c'est un vote anti-Trump ou pro-Biden? Ouh là là, vu le nombre de personnes qui ont voté, déjà, vous m'entendez? Oui. Oui. Déjà, le taux de participation est bien plus élevé que d'habitude. Mais encore une fois, les sondages disaient que Biden, qu'il y aurait une vague bleue et que ce serait, voilà, Biden et peut-être reprendre le Sénat, etc. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais dernière fois que j'ai regardé, il y avait 71 millions de votes pour Trump, 74 millions pour Biden, et je sais que ça a monté, il y a peut-être plus d'écart maintenant, mais ça montre un pays qui est extrêmement divisé, polarisé, et même si le collège électoral a donné à Trump en 2016 beaucoup de votes du collège et que cette fois-ci, ça va être au bénéfice de Biden. Si on regarde le vote populaire, c'est beaucoup plus mitigé que cela et beaucoup plus divisé. Et donc, voilà, voilà. Pour vous, donc, c'est plutôt un vote pro ou anti? Comment vous le voyez? Eh ben, comme je disais, c'est beaucoup polarisé. Donc, ceux qui ont voté pour Trump, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont extrêmement pour Trump et très anti-Biden. Et puis, de l'autre côté, par contre, c'est moins... je sais que, par exemple, les jeunes, en majorité, n'étaient pas enthousiastes par rapport à Biden, qui est quand même... qui vient d'avoir 78 ans. Qui est là, qui est au Congrès depuis 75, je crois, à peu près 1975, et qui ne représente pas le changement pour eux. Mais il y en a beaucoup qui ont voté quand même parce qu'il fallait absolument voter contre Trump. Mmh. Merci beaucoup. Jeffrey Hopkins, vous pensez, cette polarisation, cette réalité, ou vous avez un autre point de vue? Bon, plusieurs réflexions, et je suis tout à fait d'accord avec votre intervenante. Évidemment, les États-Unis, l'électorat américain est totalement polarisé, ça va sans dire. Ceci dit, il ne faut pas trop sous-estimer l'importance de la victoire de Joe Biden. Maintenant, il a à peu près 6 millions de votes avant Donald Trump, qui est bien plus que Hillary Clinton avait en 2016. Joe Biden a gagné 306 voix dans le collège électoral. Le même chiffre d'ailleurs que Donald Trump en 2016, que Donald Trump a qualifié de landslide, de grande victoire dans le collège électoral. Et c'est vrai que les électeurs de Donald Trump ont été très mobilisés.
et Donald Trump a eu le meilleur score qu'un candidat républicain a jamais eu. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance du mouvement Trump, mais Joe Biden a bel et bien gagné ces élections. Ceci dit, et on aura une réponse factuelle à votre question d'ici quelques semaines, le 5 janvier, quand il y aura des élections dans l'État de Géorgie pour le Sénat. Il y a donc deux sièges qui sont en jeu. Et on a constaté, déjà les données ne sont pas très fiables parce qu'on est toujours trop proche des élections, mais il semble qu'il y a eu pas mal des électeurs qui ont voté pour Joe Biden et donc contre Donald Trump, mais qui ailleurs ont voté pour les candidats républicains. Ce qui confirmerait la thèse d'une vote plutôt anti-Trump que pro-Biden. Et là, on va voir si, par exemple, dans l'État de Géorgie, où les élections ont été très, très serrées, mais où Joe Biden finalement a gagné. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les démocrates parce que c'est un État qui est normalement censé être rouge, mais maintenant c'est passé au bleu. Si les candidats républicains au Sénat gagnent ces élections-là, ça voudrait dire forcément que c'était des électeurs qui ont voté contre Trump et pas pour le programme démocratique et donc pour Joe Biden. Et on va voir. Donc, c'est vraiment une question de très haute actualité et on n'a pas encore toutes les données qu'il faut pour répondre pleinement à votre question. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser maintenant à Hans-Dieter Heumann. Vous qui étiez un observateur européen pendant très longtemps aux États-Unis, est-ce que la façon dont cette élection s'est déroulée et les résultats vous surprennent pas? Comment vous voyez-vous cette polarisation de la société américaine? Tout d'abord sur la question de savoir si l'issue du scrutin est contre Trump ou pour Biden, si vous permettez. Je vous en prie, allez-y. On connaît les chiffres, ils sont très clairs. Biden a gagné. Mais je vous rappelle que, mais c'était dit aussi, je vous rappelle que Trump a gagné en comparaison avec 2016, il a gagné 5 millions de voix de plus. C'est-à-dire, je crois que le Trumpisme va rester avec nous et je vous proposerai même la thèse suivante. S'il n'y avait pas eu de crise Covid, Trump aurait peut-être gagné. Je crois que le Trumpisme est un populisme qui va rester avec nous, qui est très dangereux parce qu'il met en danger les institutions, on a vu ça. Et aussi met en danger les alliances en étranger avec la perte de crédibilité. Mais que disent les élections sur l'état des États-Unis? Je crois que Donald Trump n'est pas seulement un accident de l'histoire, mais qu'il est plutôt un symptôme de ce que le grand Francis Fukuyama a qualifié de déclin politique. Il a sorti son livre sur le political decay of the United States. Il parle de la faiblesse des institutions de la démocratie. J'ai été choqué de voir que le président sortant met en doute l'intégrité des élections qui sont un peu de la démocratie. On a vu un Parlement, un Congrès bloqué par la polarisation, pas capable d'agir vraiment. On a vu l'exécutif avec un président qui a abusé du pouvoir. Et on a vu la justice, surtout avec un ministre de la Justice, dont l'indépendance n'était pas toujours évidente.
Après tout, bien sûr, maintenant, le processus de transition, il montre une chose, c'est qu'il y a, bien sûr, la capacité de résistance, il y a toujours le checks and balances qu'on connaît aux États-Unis. Merci pour votre intervention. Mélanie Meunier voulait intervenir d'abord sur les réflexions de M. Hopkins et peut-être aussi, je rebondis en vous lançant la question, M. Heumann vient de défendre la thèse que le Trumpisme, finalement, c'est un signe de dysfonctionnement dans la démocratie aux États-Unis, et vous demandez ce que vous pensez de cette dernière assertion aussi. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que M. Hawkins a dit, c'est que je crois qu'actuellement, il y a 48 démocrates au Sénat, et donc ces 2 sièges de Géorgie feraient que ce serait 50-50, et comme le vice-président et le président du Sénat, ça donnera la majorité aux démocrates. Et si c'est le cas, ça donne donc un président démocrate, Chambre des représentants et Sénat, tous avec une majorité démocrate. Donc, c'est une cas de figure où le gouvernement pourrait vraiment faire des choses. Car, comme vous avez dit, le checks and balances fait que le Sénat, si c'est avec une majorité républicaine, comme c'est le cas actuellement, jusqu'ici, eh ben, ils peuvent bloquer beaucoup de choses. Et donc, c'est vraiment très important ce qui va se passer en Géorgie. Il y a, je ne sais pas du tout si ça va réussir, mais ce serait vraiment une grande victoire, comme il a dit, parce que ces dernières années, Géorgie était plutôt républicain. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par le Trumpisme? Oui. En fait, le mouvement populiste qui soutient Donald Trump, est-ce que ça ne traduit pas un problème de dysfonctionnement démocratique, comme M. l'ambassadeur Heumann laissait l'entendre il y a un instant? C'était ça ma question, aux States, par exemple. Oui. Alors, moi, je pense que le système américain, avec ses checks and balances, est fait dans l'idée des compromis. Qu'il faut pouvoir trouver un consensus et des compromis pour que ça marche. Et avec la polarisation grandissante qu'il y a eu depuis 3 ou 4 décennies finalement, mais depuis les années 90 en tout cas, c'est devenu de plus en plus difficile pour le système de fonctionner normalement. Et du coup, les présidents se sont allés de plus en plus vers les décrets parce qu'ils ne peuvent pas passer une loi au Congrès. Et donc, moi, je pense que le système est très mis à mal, et je ne sais pas si, d'ailleurs, le collège électoral aussi est très, très critiqué. Et puisque c'est dans la Constitution, c'est extrêmement difficile de faire un amendement à la Constitution, et donc c'est toujours là, mais ça fait des distorsions énormes par rapport au vote populaire. Et donc, sans parler de la crise économique et les origines du populisme, mais je vais m'arrêter là pour laisser les autres parler. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Ou alors peut-être j'ai envie non pas de commenter, mais de dire que moi, sur les 5 dernières années, je suis obligé de remettre en question tout ce qu'on m'a toujours enseigné sur les États-Unis. Si je prends la dernière élection présidentielle, je vois un président battu, Trump, qui a eu un nombre de voix total que n'a jamais eu les présidents élus avant lui. C'est quand même extraordinaire de le relever. Ensuite, je vois des votes de minorité. On m'avait dit classiquement que les hispaniques, ça y est, c'était acquis à la cause démocrate. Quand je regarde un peu plus finement, je m'aperçois que c'est quand même pas tout à fait ça. Et qu'il y a d'autres choses qui jouent derrière ce vote des hispaniques. On m'avait toujours appris classiquement que le Rust Belt, c'est-à-dire ces États un peu industriels, c'était acquis aux démocrates. Ils n'avaient même pas besoin de faire campagne. Même si Biden s'y est imposé, Trump maintient
quasiment une base électorale dans ces États démocrates et il n'a pas particulièrement reculé quand je regarde ça de près. Et donc je me dis, mais qui vote qui aux États-Unis? Et pourquoi il vote qui? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter? Je vois que Jeffrey Hopkins voulait intervenir. Je vous en prie. Juste sur cette histoire de Trumpisme et le présent et l'avenir de la démocratie américaine, et j'aimerais dire d'abord que l'Amérique, c'est loin d'être une démocratie parfaite, hein, et ça n'a pas été construit comme tel. Et donc, notamment le collège électoral que tout le monde connaît, on donne des pouvoirs aux États et donc finalement aux minorités qu'ils ne devraient pas avoir dans une démocratie qui était totale. Et en plus, si on ajoute à ça de pratiques antidémocrates telles le gerrymandering et tout ça, souvent nos résultats, enfin souvent, mais parfois les résultats ne reflètent pas la volonté de l'électorat. Et on a vu notamment avec George Bush en 2000, qui n'a pas eu une majorité des voix, mais qui a quand même été élu président, avec Donald Trump encore en 2016. Donc, on n'était déjà pas là. Mais depuis, enfin, ça date d'avant Trump aussi, mais depuis que Trump est là, on s'éloigne encore plus de la démocratie parfaite. Et pourquoi? Parce que, et on le constate maintenant avec tout ce qui s'est passé, une démocratie, c'est les institutions, c'est les checks and balances dont a parlé l'intervenant tout à l'heure, mais aussi c'est toute une série de normes qui fait que on agit de telle ou telle façon, on respecte les normes, les règles, les conventions d'un système démocratique. Par exemple, le procureur de l'État, il ne va pas poursuivre des candidats de l'opposition pour des raisons politiques. Le président qui accepte sa défaite à la fin des élections, s'il ne gagne pas. Il y a toute une série de normes et Trump a continué à briser ces normes-là à tel point qu'on est dans le doute. Et je pense que ça a été fait exprès. Il l'a fait justement pour déstabiliser un système démocratique qui, franchement, démographiquement, favorise les démocrates, malgré quelques changements qu'on a vus cette année-ci, par exemple avec la population hispanique qui a voté moins démocrate que les démocrates auraient espéré. En général, la diversité américaine favorise les démocrates et la base électorale de Donald Trump et des républicains se rétrécit d'année en année. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, des États comme l'Arizona, qui a toujours été très rouge, passer au bleu aussi. Et donc, dans un tel contexte, quand vous avez un président qui dit « oui, j'ai pas été battu, je suis le vainqueur, il y a de la fraude massive, etc. », il y a déjà un fort pourcentage de l'électorat républicain qui n'accepte pas les résultats ou qui voit que finalement, oui, Biden il est élu président, mais il a triché. Et dans ce contexte-là, on n'a plus de démocratie. S'il y a un parti qui n'accepte pas les résultats, qui n'accepte pas comme légitime le nouveau président, c'est pas un système électoral. Et moi qui ai travaillé dans des pays qui avaient parfois difficile, qui peinaient, qui avaient des difficultés à consolider la démocratie, je le vois très, très clairement, et c'est grave. Et donc, vous avez fait un certain nombre de constats, vous avez peut-être un certain nombre de présomptions sur le fonctionnement de la démocratie, mais nous aussi, les Américains. Et franchement, pendant ces 4 ans de Trump, on voit bon nombre de présomptions qu'on avait, des idées qu'on avait sur la démocratie américaine tomber à l'eau. Est-ce que vous avez les mêmes préventions à l'égard de la démocratie américaine, M. Heumann, ou pas? Comment vous voyez-vous la santé démocratique des States après cette élection? Oui, comme j'ai déjà dit, que le Trumpisme, le populisme à la Trump, c'est dangereux parce qu'il met en danger les institutions. Mais c'est vrai que les causes
de cette espèce de populisme était là avant Trump. Ça, c'est sûr. La polarisation et surtout l'inégalité qui nourrit le populisme. On pourrait même dire que ceux qui ont voté pour Trump, ce sont, pour ainsi dire, les victimes de la mondialisation. Mais, Sylvain, vous avez posé la question de savoir où sont les sources, où est la base du soutien pour Trump. Je crois que c'est toujours comme en 2016, ce sont les électeurs blancs sans éducation supérieure, et il ne faut pas sous-estimer les évangéliques qui représentent un quart de la population américaine. Ça, c'est une base importante pour Trump. Vous avez évoqué les votes des Afro-Américains, des Noirs et des Latinos. Oui, c'est vrai qu'ils ont voté. Normalement, ils votent pour les démocrates et toujours la majorité vote pour les démocrates, mais cette fois, plus des votes noirs et latinos étaient adressés à Trump. Ma explication, on pourrait expliquer ça parce que on a vu que Trump s'est pu attribuer une certaine compétence économique et aussi son attitude, le sujet ordre public, surtout après les émeutes. Je crois que ça lui a dit, et en ce qui concerne les voteurs cubains qui venaient c'est aussi la reproche de Trump que Biden est un socialiste. Je crois que ça a peut-être joué. Mais quant à la répartition géographique, c'est intéressant, comme en 2016, c'était vraiment, et c'était déjà dit, le Midwest qui a voté pour Trump avec l'industrie ancienne, avec l'agriculture. Si vous voyez une carte électorale, on pourrait dire, vous avez le rouge, le républicain, la couleur des républicains au centre, et vous avez le bleu à gauche et à droite, sauf, et ça c'est important, c'était très important, sauf les soi-disant les États clés gagnés par Trump en 2016, gagnés par Biden maintenant, notamment Pennsylvania, Michigan, Wisconsin et Georgia, étaient gagnés par Biden. Ça c'est la différence. À l'égard de répartition géographique, c'est la différence la plus importante, il me semble. En Géorgie, d'ailleurs, 50% des voteurs afro-américains ont voté pour Biden. C'est-à-dire, il ne faut pas exagérer avec les votes pour Trump, avec les votes non pour Trump. Et oui, il y a deux raisons pour lesquelles Biden a remporté la victoire à la fin. Je crois que c'est le Covid, j'ai déjà dit, mais c'est aussi la nomination de Kamala Harris, vice-présidente. Parce qu'après la nomination de Kamala Harris, il y avait beaucoup de donateurs pour Biden. Et à la fin, il avait plus d'argent que Trump pour la campagne. Est-ce que si je vous dis, les spécialistes, il a aussi réussi, Biden, à davantage fédérer le parti démocrate que Hillary Clinton n'avait réussi à le faire à la campagne précédente? Moi, j'ai été surpris, par exemple, d'emblée par l'adhésion à un certain moment de Bernie Sanders à la campagne de Biden, ce qui a quand même été important. Hillary Clinton n'a pas bénéficié du même allant, j'allais dire, de la gauche des démocrates que Biden a bénéficié maintenant. On avait le sentiment, vu de l'extérieur, je ne sais pas si vous le partagez, que pour tous les courants démocrates, le plus important dans l'immédiat, c'était de déloger Trump de la Maison-Blanche. Et après, les différentes sensibilités s'exprimeront par la suite ou prépareront, vu l'âge de Biden, j'allais dire 2024 ou 2025. J'ai eu ce sentiment-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Meunier?
Oui, pour Bernie Sanders, bon, c'était pas le même contexte. En 2016, il avait vraiment l'impression d'avoir été saboté par la Commission nationale démocrate, enfin le DNC, que dans chaque primaire où le primaire était ouvert, où n'importe qui pouvait voter, il a gagné. Et chaque primaire qui était fermée, c'était que des gens inscrits comme démocrates qui pouvaient voter. C'était Clinton qui a gagné. Et il pensait qu'il avait des réelles chances. Et en plus, ses supporters étaient extrêmement passionnés à son égard. Et cette année, ça s'est passé beaucoup plus tôt, avec le Covid, etc., que... ça a basculé après le primaire de Géorgie pour Biden. Et donc, en plus, moi, j'ai lu que Bernie Sanders et Biden sont au Congrès ensemble depuis des années et qu'ils s'apprécient, ce qui n'était pas le cas, je pense, avec Clinton. Donc, il y a tout ça. Est-ce que je pourrais apporter une ou deux choses que je voulais dire par rapport à... alors, quand on dit que les Hispaniques, on pense que les Hispaniques votent pour les démocrates, eh ben, les Hispaniques, c'est bien plus varié que c'est pas un bloc. Les Hispaniques viennent de plusieurs pays différents et donc, par exemple, les Cubains ne vont pas voter la même chose que les Mexicains. Et d'autre part, ceux qui sont là depuis peut-être 2 générations, certains veulent fermer la porte derrière eux et donc ils sont pour fermer les frontières. Donc, il ne faut pas les prendre comme un bloc. Et c'est la même chose pour dire que, par exemple, la Pennsylvanie qui a voté pour les démocrates, quand on regarde la carte de la Pennsylvanie, c'était en grande majorité rouge et c'est des villes qui ont fait basculer pour Biden. Et c'est pareil pour toutes les États-Unis. Les côtes avec les grandes villes, en général, sont bleues. Et puis, tout ce qui est rural, enfin pas tout, mais beaucoup des endroits ruraux sont rouges, à part le Vermont où c'est bleu. Je vous vois sourire, monsieur Hopkins. Est-ce que vous avez des commentaires à faire là-dessus? Oui, juste, c'est ce qu'on appelle un pet peeve en anglais, c'est-à-dire quelque chose qui m'irrite personnellement. Et ça, c'est cette fameuse carte électorale divisée en rouge et bleu, qui a tendance à donner l'impression que l'électorat est plutôt à égalité ou qu'il y a, sous Trump, après les élections de 2016, Trump a adoré montrer la carte de tous les comtés qui ont voté pour lui, qui étaient colorés en rouge, etc. Et le fait est que les comtés et les cartes ne votent pas, ce sont des gens. Et il y a aussi cette tendance à considérer, surtout chez les républicains, que les gens qui habitent à l'intérieur du pays sont plus authentiquement américains, qui représentent plus l'Amérique que les gens des côtes. Et moi, en tant que Californien, je conteste très vivement cette idée parce que je me sens aussi américain que n'importe quel agriculteurs de l'Iowa ou d'ouvriers des usines dans le Michigan. Donc, c'était juste pour dire ça. D'abord, et aussi pour revenir un peu sur le Parti démocrate, je pense qu'ils ont bien appris leur leçon en 2016. Et les divisions du parti, et notamment entre l'aile Bernie Sanders et l'aile Hillary Clinton, étaient très profondes et qui ont vraiment... fait des dégâts dans le parti. Donc, on a compris le résultat. On était 4 années de Donald Trump. Et bien sûr, le Parti démocrate ne veut en aucun cas, ne voulait pas revivre cette expérience très douloureuse pour le parti et aussi pour le peuple américain. Et la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ces divisions vont ressurgir après l'installation de Joe Biden? Est-ce qu'on va voir un parti démocrate qui est beaucoup plus divisé? Et il y a eu quelques indices de tension qui pourraient remonter. Moi, je pense personnellement que
surtout comme au Congrès, c'est tellement serré, au Sénat, mais aussi à la Chambre des représentants. Et là, on n'avait pas compté sur... On n'a pas eu une défaite parce que les démocrates ont gardé leur majorité, mais ça a été amoindri. Et l'année 2022, c'est bientôt, hein, les élections de 2022, ça pourrait être très, très dangereux pour le Parti démocrate. Donc, les démocrates ne peuvent pas se permettre des divisions. Et je pense que Joe Biden a été assez intelligent là-dessus. Il a vraiment demandé à Bernie Sanders de l'accompagner. Donc, Bernie a fait campagne pour lui, Elizabeth Warren aussi. Et aussi, donc, la fameuse jeune députée du New York qui est si dynamique et qui est franchement l'espoir du parti à l'avenir. Là, ça reste à voir, mais en général, les éléphants du parti, même à gauche, pour l'instant, se contrôlent parce qu'on reconnaît que l'enjeu est trop important pour se laisser aller à des divisions, des luttes internes au sein du parti. Une question peut-être un peu prospective pour sortir doucement des enjeux locaux. Quelle est la marge de manœuvre du nouveau président, du futur président à partir de janvier 2021? Comment voyez-vous la marge de manœuvre? Quel geste devrait-il faire? Comment peut-il envisager de la réconciliation ou des formes de réconciliation avec des gens qui n'ont pas voté pour lui dans cette Amérique extrêmement clivée au lendemain de cette élection? C'est-à-dire, en fait, que faire face à un électorat polarisé? Est-ce que vous avez là des pistes? Est-ce que le tempérament de Biden s'y prête? Est-ce que le binôme président-vice-président? Parce qu'il y a une chose qui m'a surpris, je pense, ça vient d'être évoqué comme vous, c'est que le mano à mano, d'homme à homme, Biden le remporte, il n'y a pas photo. Aussi bien dans le collège des grands électeurs qu'au niveau des suffrages. Il y a quand même 5-6 millions d'écart, ce n'est pas rien entre les deux hommes. Mais à l'inverse, quand on regarde les élections du Congrès américain, c'est beaucoup plus nuancé, plus mitigé. On pensait, Mme Pelosi nous l'annonçait, qu'il y aurait un raz-de-marée, ou là aussi un bon score des démocrates à la Chambre des représentants. Finalement, ils vont avoir une majorité juste. Bon, ils l'ont, juste. Et au Sénat, il faudra attendre le 5 janvier pour voir de quel côté ils basculent. Et sur les 2 sièges de la Géorgie, il en faut juste un pour les républicains. Et le tour est joué, alors qu'il faut faire un sans faute pour les démocrates pour pouvoir avoir la majorité. Donc j'ai l'impression que le peuple américain, finalement, sait très très bien équilibrer le pouvoir. Et que finalement, Trump n'a pas été un handicap pour les candidats républicains au sénatorial et à la Chambre des représentants. Comment vous expliquez ça? Et ensuite, comment vous voyez la marge de manœuvre de Biden compte tenu de cette situation par la suite? Qui est-ce qui veut intervenir le premier là-dessus? Allez-y, M. Heyman, allez. Oui, je crois que la marge de manœuvre de Biden sera très limitée. Et c'est un problème aussi pour un nouveau départ dont vous parlez dans le titre de notre conférence aujourd'hui. On a parlé des chiffres au Congrès, dans la Chambre des représentants, au Sénat. Je vous rappelle que la moitié de la population des Américains pense toujours que le vote leur était volé. Ça, il faut prendre en compte. C'est-à-dire un blocage de projets importants, de projets de Biden importants et pensables, notamment le personnel clé. Il y a 4000 personnes qui font partie du personnel clé, dont 1000 personnes qui ont besoin de l'approbation du Sénat. Ça va durer pour avoir le personnel clé, pas seulement les ministres, mais les fonctionnaires. Et vous avez besoin du Sénat pour les traités internationaux, pour aussi commercial. Et en étranger, vous avez
a rétabli la crédibilité qui était perdue pendant le mandat Trump, c'est-à-dire la marge de manœuvre de Biden est limitée. Il est devant une tâche considérable. Jeffrey Hopkins, comment vous voyez-vous la possibilité, Ouais. les marges de manœuvre? Je suis tout à fait d'accord avec l'ambassadeur Human. Euh, je dirais ceci. D'abord, bon, je ne sais pas si la COVID explique la victoire de Joe Biden parce qu'il y a la personnalité très clivante de Donald Trump aussi qui a joué un rôle. Mais ce qu'il fallait absolument pour que les démocrates gagnent en 2020, c'était un candidat centriste. Si ça avait été Bernie ou Elizabeth Sanders, je ne pense pas que les démocrates passent. Donc, il fallait faire preuve d'une certaine acceptabilité, non seulement chez les démocrates, mais chez les indépendants, voire une minorité des républicains, mais une minorité restreinte, mais très importante pour remporter ces élections. Ceci dit, il ne faut pas faire d'illusions. Hein. Les républicains, ils ont une politique des terres brûlées. Ils vont rien laisser passer. Et s'ils gardent le contrôle du Sénat, la marge de manœuvre de Joe Biden sera extrêmement limitée. Il y a des choses qu'il peut faire, et notamment, par exemple, ce qui plairait aux Européens pour revenir à l'Europe. Il pourrait rejoindre l'accord sur le climat. Éventuellement, peut-être renégocier l'accord avec l'Iran. Mais quant aux grandes réformes, aux grands changements, normalement, ça demande de la législation. Et en même temps, on a cette super majorité à la Cour suprême maintenant. Donc, 6 conservateurs contre 3, comme on dit aux États-Unis, des libéraux, donc des gens de gauche, entre guillemets, sachant que la gauche américaine n'a rien à voir avec la gauche européenne. On est plus conservateur, je pense, que vous. Mais ceci dit que sans une majorité au Sénat, sans une majorité à la Chambre, sans des juges à la Cour suprême qui sont plutôt enclins à soutenir des lois réformistes, je pense qu'on devrait quand même limiter ces attentes de ce mandat, franchement. Mélanie Meunier, sur cette question des marges de manœuvre de Biden, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce qui vient d'être dit? Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Ce serait intéressant de voir. Je pense que avec toutes les contraintes et une situation très étriquée, il devient de plus en plus créatif par rapport au système. Bien. Peut-être qu'on peut changer un peu notre angle d'attaque et je vais commencer par M. Heumann. En Allemagne, comment on a vu ces élections américaines? Quels sont les commentaires qu'on a fait dans les jours qui ont suivi ce qui s'est passé aux États-Unis? Comment ont réagi les différentes forces politiques? Il y a aussi eu des déçus, j'ai cru comprendre, chez les populistes allemands. Il y a eu quelques déçus de l'élection américaine, comme chez les populistes en France d'ailleurs. C'est des choses qu'on peut aborder après. Comment l'élite, comment l'opinion allemande voit ces élections? Donc pour les populistes, pour la Alternative für Deutschland, pour la AfD, il faut dire qu'ils sont en recul, ils sont à 7% maintenant. Mais vous avez raison, il aime beaucoup le populisme représenté par Trump. Mais quant aux dirigeants, en Allemagne, les réactions étaient positives, comme vous savez, surtout de la part de la chancelière. Si on compare avec les félicitations qu'il a adressées en 2016 à Trump, c'était vraiment enthousiaste qu'elle a dit. Il a parlé de l'amitié transatlantique. Mais il y a une réaction très intéressante franco-allemande, pour ainsi dire.
l'article qui ont écrit les deux ministres des Affaires étrangères, M. Mas et M. Le Drian, dans lequel ils parlent d'un New Deal. En anglais, ils disent New Deal qu'il faut avoir avec les États-Unis. Ça me rappelle un peu au nouveau départ choisi pour le titre de notre New Deal. Et dans cet article, les deux ministres, ils parlent de tout ce qui est cher aux Européens et pour cela controversé avec les États-Unis. Ils parlent de la souveraineté européenne, de l'ordre fondé sur des règles, aussi sur des choses très controversées avec les États-Unis qui favorisent aussi, ils sont en faveur de coopération avec la Chine et de s'approcher de la Russie. Ça c'est remarquable. En total, la réaction était très positive, mais aussi, surtout le ministre des Affaires étrangères, ils ont très clair ce qu'il espère de ce partenariat. Quant à la population des Allemands, il y a un sondage récent de la Fondation Körber. Il n'est pas surprenant que 80% des Allemands attendent une normalisation de la relation transatlantique. Plus intéressantes sont les 80% qui, avant les élections, avaient dit que la relation est très mauvaise. Mais ce qui pour la future de la relation est peut-être important, ce sont les plus de 50% des Allemands qui, au dépit de la victoire de Biden, ont maintenant moins confiance en la démocratie américaine qu'avant. Et plus de 50% des Allemands aussi sont en faveur de plus d'indépendance de l'Union européenne, des États-Unis. C'est-à-dire, ça correspond un peu au sondage fait par l'Union européenne sur la souveraineté européenne qui est, il faut le rappeler, qui est soutenue par la majorité des citoyens dans la plupart des pays membres de l'Union européenne, même en matière de défense européenne. Et cette idée, pour parler des partis politiques en Allemagne, cette idée de souveraineté européenne est partagée surtout par les Verts. Ils sont à 25% maintenant. Ils seront, je crois, les partenaires dans cette nouvelle coalition l'année prochaine. Ils ont la chance de former le gouvernement aussi. Méfiez-vous des sondages. Selon les sondages, et dont la présidente du parti, dans son interview il y a deux jours, il a proposé, il a recommandé, il a demandé une réponse positive aux propositions de Macron. Explicitement, il a parlé de mission militaire franco-allemande, de communes. Les sociodémocrates, bien sûr, ils félicitent le nouveau président, mais il y a toujours cet aspect critique de l'OTAN. Et les chrétiens démocrates, ça c'est intéressant. Aussi pour analyser les propos de la présidente des chrétiens démocrates, Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, aussi ministre de la Défense. Au sein des chrétiens démocrates, vous avez une tradition allemande qui date, qui remonte jusqu'à Adenauer. C'est la différence entre les atlantistes, ceux qui sont pour la relation transatlantique, et les gaullistes. On a qualifié de gaullistes aussi. C'est-à-dire, la présidente des chrétiens démocrates a fait des compromis.
c'est une tradition allemande. Ça, d'ailleurs, explique aussi les propos qu'il a faits qui étaient critiqués par le président de la République. Et on en parlera peut-être plus tard. Merci beaucoup pour votre témoignage sur l'Allemagne et la façon dont l'Allemagne voit les choses. Je voudrais m'adresser aux deux Américains qui habitent en France. Ça, c'est intéressant, c'est de voir comment ils ont perçu l'une et l'autre les réactions françaises face à l'élection américaine. On va commencer peut-être par la strasbourgeoise. La locale, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter beaucoup avec des Français? Comment voyez-vous le positionnement français face à l'élection américaine? Et après, Jeffrey. Honnêtement, je n'ai pas rencontré beaucoup de monde qui était pro-Trump. Donc, si on a eu des conversations, c'était toujours, mais c'est juste pas croyable tout ce qu'il fait, etc. Donc, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, ils étaient heureux. Oui. Oui. Monsieur Hopkins, c'est vous. Vous en avez rencontré des Trumpistes dans l'agglomération parisienne? Pratiquement jamais. Un ou deux seulement, mais moi qui critique beaucoup Donald Trump et qui passe pour courageux pour l'avoir fait, en France c'est assez facile. Hein, on est plutôt applaudi que hué pour des propos anti-Trump. Mais je tiens à souligner le fait que j'ai maintenant la nationalité française, donc je peux parler en européen. Allez-y, allez-y. Mais ce que je voulais dire, et ça m'a... Bon, comme vous avez dit au début, c'est vrai, il n'y a jamais eu d'élection, je pense, aux États-Unis aussi bien suivies que ces élections de 2020 en France et ailleurs. Et comme nous tous, je pense, j'ai été beaucoup sollicité, vraiment un vrai engouement de la part des Français pour comprendre pendant la campagne et puis pendant les élections et après. Et je trouve que les Français que moi j'ai rencontrés sont très bien informés sur le déroulement des élections. Ils comprennent aussi bien le collège électoral, c'est-à-dire très peu, que les Américains, parce que c'est un système compliqué et totalement bizarre qui devrait être aboli. Et ça, c'est un autre sujet. Mais il y a une chose quand même, il y a une grosse différence et ça m'a tellement frappé que j'ai écrit une tribune et je l'ai fait publier dans l'Obs il y a quelques semaines. Et ça, je ne sais pas si les Français, et peut-être les Européens en général, s'ils ont compris combien cette campagne électorale, combien cette période dans l'histoire américaine a été émotionnelle pour nous. Et ça dépassait largement deux partis qui proposent des programmes différents. Et c'était pas ça du tout. Et même, et là, peut-être des élections où on avait le Front National, par exemple en France, ça a sollicité un peu d'émotion, certainement, chez les Français, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Et je pense qu'il y a quelque chose au moins pour moi et les gens que moi je connais aux États-Unis, il y a quelque chose de quasi existentiel dans cette élection. Là, on avait l'impression que le sort de la République était en jeu. Et pour nous qui sommes du côté démocrate, on a l'impression d'avoir survécu de justesse. Hein. C'était assez serré comme truc. Vous avez sauvé la patrie, si je peux me permettre cette... Moi, je le vois ainsi. Et aussi dans un contexte où au moins un côté était et qui affichait publiquement était très bien armé, où il y avait les États-Unis n'explosaient pas, c'était pas la révolution, c'était pas ça, mais quand même il y avait un mouvement social, donc Black Lives Matter, qui était très bien organisé. Il y avait quand même des débordements. Donc, ça a certainement donné aux républicains l'impression que le pays allait au diable, etc. Tandis que du côté démocrate, on voyait ces milices armées dans la rue, etc. Et donc,
vous avez très bien compris l'enjeu de cette élection, mais je ne sais pas si vous, les Européens, les Français, si vous avez apprécié à juste valeur l'émotion de ce moment. Est-ce que vous partagez l'analyse de votre compatriote sur l'émotion, sur le côté émotionnel? Oui, ouais, absolument. Oui. Si je peux rajouter, j'ai écouté un autre webinaire avec des intervenants sur Trump's America et j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il parlait de Trump, c'est la manifestation de l'illibéralisme et qui prend chaque institution et il essaie de le démolir, que ce soit international ou aux États-Unis. Et je pense vraiment qu'on l'a senti comme quelque chose d'existentiel, que le système politique et toutes les valeurs du pays étaient en jeu. Merci pour votre témoignage. Quand je vous écoute, et ça me permet de passer à mes réflexions suivantes, en fait, on a l'impression, vu d'Europe, et ce que vous dites, si je schématise, America is back. Hein, elle est de nouveau là et on va de nouveau pouvoir travailler. C'est-à-dire que cette élection, elle a suscité, au-delà des espérances aux États-Unis, des espérances aussi du côté européen. On s'est dit qu'après 4 années de Donald Trump, maintenant on va pouvoir revenir, se remettre à table, discuter avec les États-Unis. Je peux peut-être même être un peu provocant en disant c'est peut-être des illusions européennes, ces espérances, c'est-à-dire basculant maintenant après janvier 21, qu'est-ce qui risque de se passer? Je vais mettre quelques éléments sur la table. Est-ce que vous pensez que le différend commercial qu'on a avec les États-Unis, à travers l'OMC, à travers les questions comme les questions agricoles, les échanges agricoles, est-ce que vous pensez que toutes ces confrontations qui existaient déjà avant Trump sur les biens culturels, sur l'exception culturelle, sur les négociations de l'OMC, est-ce que, bon, ce qu'on peut espérer au niveau de l'OMC, c'est que Joe Biden nous nommera l'arbitre américain et qu'on va assez vite sortir peut-être de cette situation de blocage. Mais si je prends ces questions commerciales, ce mano à mano Europe-États-Unis au sein de l'OMC sur les questions que je viens d'évoquer, si je prends les rivalités sur les technologies de pointe, si je prends la politique à l'égard des grands groupes numériques, ce que nous on appelle ici les GAFA, est-ce que vous voyez une amélioration? Pas. Comment vous voyez cette relation commerciale? Parce que c'est un des aspects de la relation transatlantique. Avant que j'en aborde d'autres, qui veut se lancer d'abord? L'Européen, M. Heyman, allons-y. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. À quoi peut-on s'attendre pour la relation transatlantique? Je dirais, d'une part, vous avez Biden et son équipe qui sont sans doute, et ce sont des atlantistes, surtout aussi le ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken. Je fais sa connaissance quand il était le chef de cabinet au Sénat de la Commission des Affaires étrangères. Il a dit très clairement, nous avons besoin de partenaires. Vous avez d'ailleurs comme conseiller de sécurité Jake Sullivan, qui faisait partie de l'équipe qui a négocié l'accord avec l'Iran sur le programme nucléaire, c'est-à-dire qu'il peut reprendre très vite avec ses contacts. Madame Flournoy, elle est en faveur d'une Amérique forte. En tant que ministre de Défense, il va travailler avec les alliés, ça c'est clair. John Kerry, ça. Mais d'autre part, la philosophie de l'Amérique d'abord, America First, je crois, va persister sous une autre forme, bien sûr, sous une autre forme. C'est-à-dire les États-Unis vont continuer à défendre ses intérêts nationaux avec les moyens d'une grande puissance. Et Sylvain, vous avez déjà évoqué les contentieux entre l'Union européenne et les États-Unis.
En matière de commerce, oui. Il y a l'intérêt de réduire le déficit commercial qui favorise le protectionnisme. Cette volonté de dominer les technologies de l'information et d'exclure des entreprises non américaines. Le contrôle des marchés financiers mondiaux est incontournable parce que le rôle du dollar dépend de ça. Du point de vue européen d'ailleurs, les sanctions extraterritoriales qui pénalisent des entreprises européennes, elles dépendent du rôle du dollar. C'est-à-dire, ce sont les problèmes qui sont liés. Et pour ça, je dirais que pour l'Europe, il faudrait revenir à l'approche des années 60 du président Kennedy, qui avait parlé de deux piliers sur lesquels la relation transatlantique doit rester, doit être basée, c'est-à-dire, pour les Européens, il faut voir que les États-Unis et l'Union européenne soient sur un pied d'égalité. D'ailleurs, la France et l'Allemagne, Macron et Merkel partagent cette logique. Pour Macron, c'est évident, mais aussi, je vous rappelle que Madame Merkel, déjà en 2017, elle a fait appel aux Européens de prendre son destin, je cite, en main, et qu'on ne peut plus compter sur le partenaire. C'est ce qu'elle a dit déjà en 2007. C'est-à-dire, la culture de la relation transatlantique, pour ça, il faut deux piliers. Il faut une relation sur un pied d'égalité. Et pour ça, pour les Européens, il faut renforcer ce qu'on appelle la souveraineté européenne. On pourrait parler des sujets plus tard, peut-être le multilatéralisme, la Chine, tout ça, mais je m'arrête ici. Je vais revenir sur ces questions, vous inquiétez pas, multilatéralisme et autre chose. Moi, j'avais tout à fait envie, mais je vous la lance de façon très prosaïque, terre à terre, franco-français, de dire est-ce que je vais pouvoir continuer à vendre mon camembert, mon vin rouge, mon cognac et mes produits de luxe aux États-Unis, là où Donald Trump a fermé quelques portes. C'est ça le différent commercial. Vous m'excuserez d'être terre à terre. Comment vous le voyez, vous, Jeff Hopkins? Est-ce que l'Amérique va être un partenaire certes dur, mais en même temps égal, ou est-ce que ces guerres commerciales vont d'un coup, par coup de baguette magique, cesser parce qu'on a un nouveau président? Non, je rejoins l'ambassadeur Human à ce sujet. Et moi, comme lui, diplomate, j'aimerais commencer par les diplomates. Le président lui-même, il a été non seulement vice-président pendant 8 ans, mais il a aussi été pendant longtemps président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. C'est quelqu'un qui connaît les partenaires européens. C'est quelqu'un qui connaît l'Europe et qui sait se comporter. C'est pas Joe Biden qui va bousculer les chefs d'État dans les réunions de l'OTAN, etc. C'est pas son style. C'est quelqu'un qui cherche à être un fédérateur, etc. Et l'équipe qu'il est en train de rassembler, pareil, Anthony Blinken, c'est quelqu'un de formidable. Il est super sympathique. C'est un diplomate. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui parle un français excellent et qui avait vécu à Paris, et qui était même à l'école Janine Manuel à l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui vous connaisse, qui nous connaisse, qui vous connaît, qui très, très, très bien, et qui est absolument convaincu de l'importance de l'alliance transatlantique dans tout ce domaine. Hein. D'autres, Jake Sullivan, bien sûr, Linda Thomas Greenfield, qui a été ma patronne quand j'étais ambassadeur aux Nations Unies. C'est quelqu'un de fins diplomates qui savent régler des problèmes diplomatiques. Ceci dit, le commerce, ça va être très difficile. Hein? C'est pas
c'est pas parce que Trump est parti qu'on n'a pas de différends avec nos partenaires européens. Et peut-être quelque part, Trump a même rendu un petit service à Joe Biden en imposant des taxes, etc., sur le vin français, etc., parce que Joe Biden pourrait éventuellement s'en servir dans les négociations avec les Européens avant de les enlever. Mais la différence d'approche et de temps reste très important, même dans les domaines où il y a des contentieux. Ça va se régler à l'amiable avec des partenaires, en passant par des institutions multilatérales et notamment l'OMS. Et ça ne va pas être... Bon, dans le domaine de la sécurité, le président Trump qui, sous un coup de tête contre Angela Merkel, enlève des milliers de troupes américaines du sol allemand. C'est pas celui qui va imposer des taxes sans consulter, sans essayer de résoudre les problèmes. Donc, en ce qui concerne les gros contentieux, les GAFA, Airbus, tout ça, oui, on va avoir des différends. Mais qui sera, je l'espère et je le crois, compensé par une coopération beaucoup plus large dans d'autres domaines, notamment sécuritaires, sur les droits de l'homme, etc. Madame, non, vous ne voulez pas ajouter? Je voudrais revenir peut-être, Monsieur Heymann m'a ouvert des portes et des pistes avant dans lesquelles je vais m'engouffrer. En matière stratégique, il y a quand même des choses peut-être intéressantes à évoquer. En fait, l'adversaire, pour parler sympathiquement, l'adversaire principal va rester la Chine, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden au pouvoir. Et donc un président américain nouvellement élu ne pourra que se concentrer sur cette rivalité qui est quand même une rivalité systémique centrale sur la Chine. Et donc, à votre avis, est-ce qu'il va attendre que les Européens qui ont abandonné quand même une forme de naïveté face à la Chine sur les dernières années, je pense que tout le monde peut le constater, est-ce qu'il va attendre des Européens qui l'accompagnent dans sa confrontation avec la Chine? S'il attend des Européens qui l'accompagnent, quel rôle, à votre avis, laisse-t-il aux Européens dans cette confrontation avec la Chine? Parce que les Chinois, je trouve, ont subtilement bien joué là, ces derniers temps, je fais un commentaire, en signant ce traité de libre-échange avec l'ASEAN et 5 autres pays en pleine vacances de pouvoir aux États-Unis, c'est-à-dire où le président en exercice est un peu fragilisé par sa défaite et où le nouveau n'est pas encore là, hop, un traité de libre-échange. Et quand je vois qu'il y a là-dedans des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qui font partie quand même du camp occidental et du champ américain classique, je me dis comment ce nouveau président va aborder la relation avec la Chine. Certes, ça ne va pas être Donald Trump. Qu'est-ce qu'il attend des Européens dans ce secteur? Comment ils voient? Est-ce que les Européens n'ont pas leur propre carte à jouer vis-à-vis de la Chine? Est-ce qu'on aborde ça de façon occidentale, de façon séparée? Comment vous voyez ça? Parce que pour moi, c'est quand même quelque chose d'intéressant et d'important. Parce que Obama l'avait dit, l'avenir est en Asie. Et donc, est-ce qu'on y va ensemble? Est-ce qu'on n'y va pas ensemble? Est-ce que chacun joue ses cartes? Monsieur Heymann, vous voulez peut-être intervenir sur cette question stratégique? Oui, tout à fait. Tout d'abord sur la Chine, sur la rivalité américaine et chinoise, et ensuite et après sur le libre-échange et sur les blocs commerciaux qui se sont formés. Ça, c'est très important. Tout d'abord sur la Chine, je ne crois pas que la politique de Biden envers la Chine va changer parce que la position est partagée par le Congrès, par les deux partis. Les États-Unis vont continuer ce pivot to Asia qui était commencé par Obama. Mais quel est l'intérêt? Vous avez posé Sylvain la question sur la position européenne. Quel est l'intérêt européen dans cette affaire? C'est, je crois, de ne se pas laisser entraîner dans cette rivalité États-Unis-Chine.
Bien sûr, l'interdépendance, comment gérer l'interdépendance avec la Chine qui est là, et plus contre l'Union européenne et la Chine avec les États-Unis. Pour l'Europe, il y a une approche différente, c'est de négocier, c'est pas la rivalité, mais c'est de négocier des normes. Il y a cette accord, les négociations sur l'accord entre la Chine et l'Union européenne sur les investissements, ça va continuer, c'est-à-dire la position européenne serait négocier les normes, serait réciprocité au lieu de découplage. Réciprocité au lieu de découplage, surtout pour l'accès au marché, c'est diversifier les chaînes d'approvisionnement au lieu de découplage. Ça, c'est l'approche européenne. Et il y a même des champs pour la coopération avec la Chine pour les Européens, surtout en matière de recherche, en matière de technologies de futur. Là, il y a une complémentarité entre la Chine et l'Europe. Il y a bien sûr une approche différente, mais l'avantage et la différence entre Biden et Trump serait que Biden veut parler avec les Européens sur toutes ces questions. Ça, c'est la différence et c'est très important pour les Européens. Deux éléments sur le commerce international, sur le commerce mondial. Vous l'avez dit, Sylvain, les Européens, ils dépendent du libre-échange et ils veulent des règles pour le libre-échange sur le marché international. Je crois que la question clé, c'est de qui détermine les règles sur le marché mondial. Et là, la formation, il y a 2 semaines seulement de bloc commercial RCEP, le partenariat régional économique en Asie. Ça, c'est vraiment important parce que c'est le plus grand bloc commercial au monde maintenant, avec plus de 2000 habitants, avec quelques 30% du produit national mondial, 30% du commerce international, c'est-à-dire, et avec la Chine au centre de ce bloc qui va dominer ce bloc qui vont faire respecter ces normes. Ça, c'est très important. Et dans cette situation, l'Europe, qu'est-ce qu'elle peut faire? Maintenant, on voit comment les efforts d'avoir un accord accord européen-américain, un accord commercial, le TTIP, comment c'était important parce que les deux ensemble représenteraient 50% déjà du produit national mondial et 30% du commerce international. C'est-à-dire, s'ils réunissent les forces, ils seraient capables de faire respecter ces normes dans le marché international. Et on voit maintenant comment c'était une faute du président Trump d'abandonner le Trans-Pacific Partnership, parce que le Trans-Pacific Partnership aussi aurait représenté 40% du produit national mondial, mais ce serait sans la Chine, avec les États-Unis, avec le Japon. Maintenant, on voit que c'était une vraie faute. Dans cette situation, je crois, la tâche, une priorité serait pour les États-Unis et pour l'Union européenne d'avoir une autre TTIP, Transatlantic Partnership for Investment and Trade, mais de négocier, de se mettre d'accord sur les principes, sur les normes, sur les standards pour un accord commercial entre l'Amérique et l'Union européenne.
c'est une question pas seulement commerciale, mais aussi une question stratégique, comme vous venez de dire. Est-ce que mes deux collègues américains partagent ce point de vue, ont des choses à dire? Finalement, si je vous suis bien, M. Heumann, il faut compléter le traité qu'on a essayé de mettre en place avec le Canada, avec un traité du même acabit avec les États-Unis, et on aura notre partenariat commercial transatlantique qui était tellement en vogue à l'époque d'Obama encore. Jeffrey Hawkins, qu'est-ce que vous pensez de ces analyses stratégiques? Oui, pour la Chine, c'est vrai que les intérêts européens, les intérêts américains ne s'alignent pas totalement. Mais ça varie aussi de domaine. Dans le domaine stratégique, est-ce que l'Europe a les mêmes enjeux que l'Amérique, contrer l'expansion de la Chine dans la mer de Chine, South China Sea? Peut-être pas. C'est peut-être pas. Ça vous concerne pas. Et donc, pourquoi chercher des ennuis? Tandis que l'Amérique, on est une puissance pacifique aussi bien qu'une puissance atlantique. Donc, pour nous, c'est important. Ceci dit, même hors des frontières de l'Europe, hein, les Chinois représentent un défi stratégique et aussi économique. Et je pense à l'Afrique où l'expression en anglais, c'est très bien, je ne sais pas si ça se traduit bien, mais China's eating your lunch, c'est-à-dire que la Chine est en train de manger votre déjeuner en Afrique. Hein. Dans l'ancien précaré français, maintenant, c'est les Chinois qui sont les maîtres. Donc là aussi, il y a peut-être des défis. Dans le domaine commercial, on est concurrents, hein, on veut tous les deux faire des affaires avec les Chinois. J'ai constaté qu'il y a quelques semaines, la Chine a dépassé les États-Unis comme le premier partenaire commercial avec l'Union européenne. Donc, c'est vraiment un partenaire de choix. C'est important. Je présume que les importations sont beaucoup plus importantes que les exportations, mais bon, le constat est que la Chine est un partenaire très important. Mais ceci dit, nous les mêmes les Chinois, il y a les mêmes distorsions du marché chinois, il y a cette même façon de tricher parfois chez eux qui empêche les concurrents de faire face aux entreprises chinoises. Donc, il y a certainement des endroits d'alignement sur le commerce, même si on est aussi concurrents. Mais il y a un troisième domaine aussi. Pour moi, c'est très important et peut-être que je suis idéaliste ou trop diplomate ou je ne sais pas quoi, mais les États-Unis et l'Europe, nous partageons les mêmes valeurs. Des valeurs que nous ne partageons pas avec les Chinois. Et donc, je pense notamment aux droits de l'homme. Je veux dire, si les Chinois ont emprisonné plus qu'1 million de Ouïghours dans l'ouest chinois, pour les États-Unis et pour l'Europe, c'est un problème. Si les Chinois sont en train de réprimer un mouvement démocratique à Hong Kong avec violence et en train d'arrêter des leaders hongkongais, etc., pour les États-Unis, comme pour l'Europe, c'est un problème. Et donc, je pense que même si on n'est pas totalement sur le même page, il y a quand même une coopération très importante qui devrait se faire entre l'Europe et les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Et avec Biden, ce genre de coopération est beaucoup plus probable que sous Trump. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, alors je vais peut-être venir, bon, il reste quelques minutes, je vais peut-être venir quand même un peu sur l'OTAN aussi. Comment vous voyez l'évolution dans ce contexte de cette structure qu'un président de la République française a qualifiée d'obsolète il y a quelque temps de cela? Est-ce que vous attendez une forme de renouveau de l'OTAN? Est-ce que vous attendez des partages de responsabilités? Ou est-ce que vous pensez finalement qu'avec le nouveau président américain, l'Europe pourrait gagner davantage d'autonomie dans ce dialogue stratégique militaire avec les Américains? Est-ce que voilà, on peut assister à ce dont on parle souvent, l'affirmation d'une défense européenne, plus d'autonomie stratégique, plus d'autonomie d'intervention dans les conflits? Comment vous voyez cette évolution?
Monsieur Heyman? Oui, volontiers. Euh, je crois que notre président Macron, il a raison de dire qu'il faut une discussion stratégique sur le futur de l'OTAN, surtout sur la division, je dirais, sur la division de travail entre l'Union européenne et, et l'OTAN, une discussion stratégique, peut-être pas entre l'Union européenne et l'OTAN, mais entre l'Union européenne, entre les États européens et l'Amérique, parce que c'est clair que les États-Unis ont des intérêts différents aussi. Ils ont une ambition globale, mondiale, mais pour l'Europe, ce n'est pas évident qu'ils ont une ambition globale. C'est tout d'abord le voisinage, une ambition régionale. Mais la question, je crois, c'est comment, de savoir comment réconcilier, c'est ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, ou la souveraineté européenne, c'est la même chose, à mon avis, comment réconcilier les deux. Et vous avez peut-être suivi cette discussion intéressante, mais en même temps un peu étrange, entre notre président et notre ministre de la Défense. Ce qui est étrange, c'est que notre président parle avec notre ministre de la Défense, mais le secret, c'est AKK, en même temps, il est présidente des partis, ce qui explique toute chose. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit vraiment que l'autonomie stratégique est une illusion. Et Macron l'a critiqué, il disait qu'il ne comprend pas l'histoire. Et il a aussi dit que la chancelière serait sur sa ligne de la ligne. Mais si vous dites que l'autonomie stratégique est une illusion, il faudrait expliquer pour faire quoi? Pour faire quoi? On ne discute pas cette question, mais c'est la question la plus importante. Pour faire quoi? Et je dirais le suivant. Vous avez 3 fonctions pour les forces armées, prévues par la stratégie de l'OTAN. C'est la défense collective, la défense territoriale, c'est la gestion de crise, c'est le dialogue. Maintenant, c'est aussi la résilience, mais je me tourne. Il est clair que pour la défense collective territoriale, soyons clairs, on parle d'une attaque de la Russie contre les Pays-Bas et la Pologne, qui sont d'ailleurs tous membres de l'OTAN. Pour la défense collective, il est clair que l'OTAN, pour l'instant, s'en occupe. Bien que dans le traité de l'Union européenne, on a l'article 42 dans laquelle il y a une clause d'assistance aussi. Ça, c'est clair, et je ne crois pas que Macron a des doutes sur ce fait. Quant à la gestion des crises, c'est différent. Là, l'Union européenne aurait déjà une valeur ajoutée. Elle peut combiner des moyens civils. Je parle des missions, par exemple, en Afrique, au Moyen-Orient. Là, la valeur ajoutée de l'Union européenne consiste en la capacité de combiner les moyens civils et militaires, ce que l'OTAN ne peut pas faire. Le dialogue, je ne veux pas parler trop longtemps, mais il s'agit d'une division de travail et une discussion stratégique qui évoque ces questions. Merci. Monsieur Hopkins, comment vous voyez-vous la perspective? Moi, je vais être très bref, et je dirais que... on n'a plus tellement de temps, donc ça va. Pour avoir une défense commune, l'Europe a besoin d'une politique commune et vous n'en avez pas. Donc,
si on part sur cette base-là, l'OTAN reste absolument essentiel. Et c'est dans l'intérêt de l'Europe, et je crois fermement que c'est aussi dans l'intérêt des États-Unis de continuer et de améliorer, de renforcer cette relation. Il y aura sous Biden certainement encore des discussions sur les 2% et tout ça, sur la contribution de chaque État membre de l'Alliance sur la défense commune, etc. Mais je pense qu'une administration Biden va partager cet avis, c'est-à-dire qu'une alliance transatlantique est essentielle. Merci. Madame Meunier aussi voudrait ajouter quelque chose. Alors, pas spécialement sur l'OTAN, c'est juste sur le changement climatique et que ça fait des ravages déjà partout. Les États-Unis sont beaucoup frappés par ça et donc il y a des migrations et ça va s'accentuer. Et donc, je pense que là, il faut absolument une coopération au niveau international et comme avec l'administration Trump, les États-Unis ont reculé. Là, peut-être c'est une des choses les plus importantes de positif dans cette élection avec Biden, c'est que il a mis en priorité une politique de contre le changement climatique et l'Europe justement, et la Chine sont devenus des leaders dans le domaine. Et donc, il faut les États-Unis aussi, qui est le deuxième émetteur de carbone. Voilà. Merci pour cette intervention. Je crois qu'on est arrivé un peu au terme de cette discussion. Juste peut-être une dernière réflexion et un dernier tour de piste bref avec tout le monde. J'ai lu il n'y a pas longtemps une interview de Jack Sullivan qui va donc s'occuper de la sécurité intérieure comme vous l'avez rappelé il y a un instant et qui expliquait dans cette interview que finalement il y avait des choses dans notre axe Europe-États-Unis qui étaient faisables. Vous avez évoqué le climat. Je pense qu'il y a des gestes qui vont venir. Peut-être aussi sur l'Iran, il y a des gestes qui vont venir et qui sont attendus par les Européens. Mais il a eu cette phrase, ce sera un mot de la fin que je vous demanderai de commenter aussi dans cette interview. Mais nous devons aussi faire une politique étrangère pour notre classe moyenne américaine, j'entends. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois qu'on est là. On est peut-être davantage sur une modification dans la forme, ce qui est déjà pas mal, mais sur le fond, cette politique étrangère pour la classe moyenne américaine, c'est quoi, à votre avis? Et ce sera le mot de la fin pour chacun. Bref. Monsieur Heyman, ça vous inspire? Je ne suis pas sûr si j'ai compris la question. Une politique étrangère pour la classe moyenne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le problème de Trump. C'est-à-dire défendre nos emplois, défendre notre pouvoir d'achat, défendre la relocalisation de nos entreprises. C'est ce qu'attend une certaine forme de population américaine. Et Jack Sullivan l'a dit dans une interview. Je pourrais vous retrouver la trace. J'ai découpé toute l'interview. Elle doit être encore là. Oui, merci. Je crois, tout d'abord, il faut voir et analyser que la politique de M. Trump de s'en occuper de ces problèmes de la classe moyenne, du commerce et des industries anciennes n'a pas fonctionné parce que si vous les douanes et les impôts que vous ils nuisent à l'industrie, c'est-à-dire la seule solution serait les produits qui sont deviennent importés, deviennent plus chers et tout ça, c'est-à-dire le bilan de la politique de Trump même dans ce domaine n'est pas bon. C'est pour cela qu'il faut vraiment, avec les États-Unis, renforcer le multilatéralisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, la réforme pas seulement de l'ONU, mais des organisations mondiales de santé, de l'organisation du commerce, l'Organisation mondiale de commerce,
tous les problèmes sur lesquels on ne pouvait pas coopérer avec Trump. Et comme je disais, maintenant, il est très important d'avoir un bloc, de réunir les forces américaines, européennes, pour faire respecter les règles, les normes européennes ou occidentales, pour ainsi dire, de les faire respecter au marché, parce que au marché mondial, parce que si nous ne le faisons pas, c'est la Chine qui le fera. Merci. Je vais faire le tour de table. Monsieur Hopkins, comme mot de la fin. Bon, je dirais ceci, bon, politique étrangère pour la classe moyenne, ça reflète le fait que Donald Trump et le dialogue de Trump, le dialogue populiste a profondément marqué la politique américaine, même du côté démocrate. Donc, on est obligé justement de passer à une politique étrangère qui était plus libre-échangiste, etc., à une politique qui est peut-être un peu plus nuancée. Ceci dit, vous aviez peut-être vous étiez peut-être un peu trop enthousiaste quand Obama a été élu. Donc, vous vous souvenez, il a été reçu comme un dieu à Paris et ailleurs. Et finalement, il y a eu... Et à Strasbourg aussi. Et finalement, il y a eu quelques déceptions en Syrie, ailleurs, etc. Donc, il n'était pas tout à fait... Et je pense que vous êtes beaucoup plus réaliste sur Joe Biden. Je sens un grand soulagement chez les Français après cette élection, mais peut-être pas le même enthousiasme pour le personnage. Mais vous allez voir que ce changement de comportement, passer du comportement du président Trump à un comportement plus normal, qui cherche un vrai dialogue, un vrai partenariat avec les Européens, ça va vous faire plaisir. Et donc, je ne vous promets pas que des cieux bleus, mais ça va être quand même un gros fardeau qui est enlevé de toutes nos épaules. Voilà. Merci beaucoup pour ce bel optimisme à la fin. Madame Meunier, pour terminer, allez, vous avez le mot de la fin. Je dirais que j'ai lu à plus d'une reprise des gens qui disaient « Nous sommes extrêmement fatigués de ces 4 ans et si on a un président où on est un peu ennuyeux, on s'ennuie, et ce sera pas plus mal. » Et donc, voilà. Merci. Bon, j'espère qu'on ne va pas s'ennuyer parce qu'on peut aussi mettre du dynamisme dans le bon sens du terme. En tout cas, je voudrais remercier nos 3 intervenants, Madame Meunier, Hans-Dieter Heymann, Jeffrey Hopkins, pour avoir participé à ce webinaire et pour nous avoir éclairé sur un certain nombre d'enjeux et de perspectives. Et je donne rendez-vous à nos fidèles habitués du Centre Jean Monnet pour le prochain qui sera l'année 2021. La date n'est pas encore arrêtée, mais je peux déjà vous donner le thème. Ce sera la gestion de la pandémie entre les États européens. C'est un vaste programme, puisque M. Hopkins a parlé il y a un instant d'absence de politique commune. On pourra peut-être dans ce domaine approcher aussi cette réalité. Merci aux uns et aux autres, et je vous souhaite, si je ne vous vois pas d'ici là, de joyeuses fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez soin de vous et j'aurai plaisir à vous retrouver et notamment tenir ma promesse à M. l'ambassadeur Hopkins, Strasbourg sous la neige. J'y tiens. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.